Bonjour Christophe. Alors, j'ai vu que tu animais l'Eco-Center, un atelier qui était dédié à l'échographie de contraste. Alors nous, on a appris ça depuis quelques années déjà, surtout en écho-endoscopie, où Laurent Palazzo nous a montré un petit peu l'intérêt de cette méthode pour caractériser des boules pancréatiques avec précision entre bénin et malin. Mais peut-être qu'il serait intéressant de connaître exactement ton avis, parce que je pense que tu as une expérience assez longue de cette technique, dans l'échographie transpariétale. Qu'apporte-t-elle? Quels sont les impératifs techniques? Et quel est l'avenir un petit peu de cette technique qui utilise donc le Sonovio? Donc effectivement, c'est une technique maintenant qui commence à être relativement ancienne, puisqu'on a commencé il y a une dizaine d'années, mais c'est il y a 5 ans, 6 ans, avec l'apparition du Sonovio, qui est un produit de contraste de seconde génération, que cette technique a véritablement pris son ampleur. Donc il y a des techniques validées et des techniques qui sont toujours en cours de validation. Je pense que les indications véritablement validées, c'est la caractérisation des lésions nodulaires hépatiques, que ce soit en une fois ou en seconde fois, dans un examen de seconde intention. Plutôt en seconde intention. Plutôt en seconde intention, effectivement. C'est les centres qui sont très très habitués à en faire, qui peuvent se permettre de le faire à la volée, sur la découverte en échographie standard d'une lésion, de faire dans la foulée une échographie de contraste, mais sinon la plupart du temps, on le fait en seconde intention sur un avis d'expertise. Donc si on le fait à la volée, je te coupe un peu dans ton développement, il faut avoir le bon appareil d'emblée. Si, exactement. Il faut être équipé correctement. Il est vrai qu'il y a jusqu'à 3-4 ans, il fallait un appareil haut de gamme pour pouvoir faire de l'échographie de contraste. Actuellement, la plupart des appareils moyenne gamme sont capables de faire de l'échographie de contraste de façon satisfaisante. Le facteur limitant, c'est la profondeur d'exploration. La plupart des appareils sont capables de faire de l'échographie de contraste jusqu'à 4-5 cm. Après, plus on a un échographe performant et plus on va loin en profondeur. Et tu estimes que tout le matériel qui est mis à la disposition des praticiens aujourd'hui est capable de faire de l'échographie de contraste, ou bien il faut avoir une abaque de technologie particulière? Il faut effectivement que ces appareils aient un module particulier, qui est un module d'échographie de contraste. Voilà, c'est un module particulier. Ah, voilà, c'est ça. Tout à fait. Et ce module n'est accessible qu'à partir du moyenne gamme à peu près. D'accord. Voilà, parce que la technologie est quand même assez particulière. Alors on reste dans la technique. Ce produit, qu'est-ce que c'est? Qui l'injecte? Qui a le droit de l'injecter? Alors, ou de se le procurer? Voilà. L'hôpital, l'établissement privé, le cabinet libéral? Alors, pour l'injecter, il faut un médecin, une infirmière, un manipulateur en radiologie ont le droit d'injecter. Il y a des discriminations. On l'injecte dans un intraveineux. On l'injecte en intraveineux. Où il y a des discriminations, c'est dans la prescription. En fait, comme c'est une AMM restreinte qui a été demandée par Bracco au moment où ils l'ont fait, seuls les radiologues peuvent prescrire actuellement les cardios et les anesthésistes. Les cardios et les anesthésistes. Mais pas les gastro-entérologues. Pas les gastro-entérologues au jour d'aujourd'hui. Normalement, c'est en cours pour changer. Mais au jour d'aujourd'hui, les gastro-entérologues n'ont pas le droit de prescrire. En fait, c'était une question piège. Bien sûr. Bon, alors, on le prescrit, on l'injecte. Est-ce qu'il y a des conditions particulières de sécurité? Les contre-indications sont extrêmement faibles. On n'a pas le droit de l'injecter chez l'enfant, parce que l'AMM n'a pas été demandée, chez la femme enceinte. Et sinon, les seules vraies contre-indications sont l'insuffisance cardiaque grave et le syndrome coronarien récent. Ça s'arrête là. Il n'y a pas d'autres contre-indications. Donc il n'y a pas de gros problème. Donc non, il n'y a pas de gros problème. En plus, on injecte peu de volume. On injecte entre 2 et 3 millilitres de produit de contraste. Donc c'est vraiment très faible. Alors toujours dans la technique, comment ça se passe? Donc on injecte un produit qui va entraîner une modification de l'organe observé. Raconte-nous ça un petit peu. En fait, c'est relativement simple. Ce qu'on injecte, c'est un gaz. Et donc, les gaz étant hyper écogènes, très hyper écogènes, quand ils vont arriver dans les vaisseaux, quand ces microbules de gaz vont arriver dans les vaisseaux, elles vont produire un hyper signal extrêmement intense. Voilà. Et tout ce qui est vascularisé va devenir blanc. Hyper contrasté. Hyper contrasté. On va avoir des vaisseaux qui vont devenir d'abord très blancs, puis on va avoir tout le parenchyme qui va s'éclairer, qui va devenir très blanc. Et en fait, c'est la seule technique actuellement qui permette de suivre en direct, extrêmement rapidement, à 17 images par seconde, comme l'échographie, le rehaussement du parenchyme. C'est combien de temps? C'est moins d'une minute, je crois. Ah oui, bien sûr. Entre le moment où on injecte par voie intraveineuse et le moment où le produit de contraste arrive dans l'artère hépatique, il y a entre 10 et 15 secondes. Donc effectivement, le rehaussement va très très vite, à tel point qu'on n'analyse pas le rehaussement en direct,
mais on enregistre sur un disque dur et on analyse après image par image, car sinon la sémiologie est beaucoup trop fugace. D'où le module spécifique. Le module spécifique, c'est d'abord faire de l'imagerie en enlevant l'image noir et blanc et en ne gardant que l'image des microbules, et ensuite elle s'est enregistrée. Donc si je reprends ce que tu dis, ce qui est tout blanc, hyper contrasté, ça va être vasculaire. Exactement. La moindre microbule passant dans du tissu ou dans un vaisseau va entraîner un hypersignal extrêmement important. Et donc on va avoir véritablement une cinétique vasculaire de la structure que l'on observe. Bon, donc ça c'est pour la technique. Alors maintenant les indications, si je comprends bien, tout part du nodule hépatique. Tout part du nodule hépatique. On est parti de là. Ou pancréatique pour l'écho-endoscopie. Ou pancréatique pour l'écho-endoscopie. Mais c'est vrai que l'indication la plus reconnue et la plus valide, c'est la caractérisation du nodule hépatique. Alors, à différents niveaux, ça peut être la différence entre une métastase, un hémangiome chez quelqu'un qui vient avec un antécédent de cancer, une histoire de cancer ancienne, qui a une symptomatologie quelconque, à qui on fait une échographie, chez qui on découvre un petit nodule et sur lequel on a toujours l'hésitation avec cette histoire de métastase. Certes, on sait faire un diagnostic d'hémangiome. Le seul problème, c'est qu'avant, un hémangiome, c'était hyper échogène. Maintenant, comme 30% des gens ont une stéatose, ils ont un foie tout blanc et tous les nodules, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nature, va devenir hypoéchogène. On voit souvent des plages de stéatose. On se demande si c'est un angiome ou une pathologie tumorale, parfois un adénome. Voilà, tout à fait. C'est vrai que plutôt que d'aller à des examens soit irradiants, que sont le scanner, soit difficiles d'accès, que sont l'IRM, l'échographie de contraste peut faire un premier filtre, même si elle ne répondra pas à toutes les questions, elle supprimera déjà une bonne partie des questions et évitera que toute une part de ces patients aillent jusqu'au scanner ou jusqu'à l'IRM. Ça coûte cher une ampoule de sonovio ? 90 €. Ouais, et on peut faire 2 injections avec. Chez le même patient, bien sûr, on n'a pas le droit de l'autoriser, mais ça nous laisse l'occasion de. Donc tu as dit nodule hépatique, distinction d'un hémangiome et d'une plage de stéatose, cancer, nodule néoplasique. Nodule néoplasique, il y a des bons signes. On sait qu'un nodule qui reste hypoéchogène, qui ne se rehausse pas à tous les temps, est dans 90% des cas un nodule malin. Voilà, il y a quelques signes. Parce qu'il y a une néovascularisation qui est inhomogène. Parce que sa néovascularisation est faible, artérielle, mais artérielle très fugace, très petite. Pas comme les tumeurs hépatocytaires qui, elles, ont une vascularisation artérielle, mais beaucoup plus Alors intense. justement, dans les tumeurs, dans le carcinome hépatocellulaire, est-ce qu'il y a une indication ? Alors oui, il y a une excellente indication. On ne va pas faire de la détection, puisqu'on cherche une tumeur hypervasculaire. Or, quand on est en train de regarder un plan fixe, on voit une tumeur, on ne sait pas ce qui se passe à côté. Donc il est hors de question de faire de la détection de tumeurs hypervasculaires. Mais quand on fait du dépistage de CHC chez des patients qui ont une cirrhose, qui ont souvent de multiples nodules, des nodules de régénération, on est souvent bien embêté. Donc quand il y en a un qui nous paraît un peu douteux, l'attitude avant était de dire, soit on fait un scanner, soit on fait une IRM, soit on attend et on fait un contrôle à 3 mois, ce qu'on faisait le plus souvent. On attend qu'il grossisse. Et malheureusement, on attendait qu'il grossisse. Maintenant, il est extrêmement simple d'injecter le produit de contraste et de voir tous les nodules qui sont hypervascularisés. Si le nodule est hypervascularisé, il devient extrêmement suspect et il rentre dans la filière classique, scanner ou IRM, pour suivre les recommandations de la ASLD et le caractériser. Avant de passer à un autre organe, est-ce que dans le cadre du foie, il y a une indication pour la surveillance de traitement ? Je pense embolisation d'un côté ou chimiothérapie de l'autre ou chimio-embolisation. Est-ce que ça peut avoir un intérêt ? On sait très bien que pour les traitements qui entraînent une destruction vasculaire, que ce soit la radiofréquence, la chimio-embolisation par exemple, l'échographie de contraste est un bon moyen de s'assurer que le traitement a été complet ou pas, la lésion est dévascularisée ou n'est pas dévascularisée. C'est plus compliqué avec les traitements anti-angiogéniques, ça devient plus subtil parce que la dévascularisation n'est pas aussi caricaturale, c'est pas on-off. Et donc là, il faut essayer d'apprécier et de quantifier cette dévascularisation et là, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors le but n'était pas de parler du pancréas parce que ça s'était bien documenté en écho-endoscopie et on voulait surtout se focaliser sur l'échographie transpariétale. Et il y en a une que nous apprenons bien à faire et que vous, les radiologues, savez faire depuis longtemps, c'est l'échographie des segments digestifs avec des sondes d'une fréquence particulière. Est-ce qu'il y a également une indication là du Sonoview ? Oui, effectivement. C'est plus récent parce que jusqu'alors, on n'avait pas de sonde superficielle capable de faire de l'échographie de contraste. Maintenant, il y a des sondes de 9, 10 MHz qui savent faire de l'échographie de contraste, donc on peut effectivement regarder le tube digestif. Pour le moment, l'indication qui émerge,
ce sont les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et c'est la mesure de l'activité de cette maladie sur différents segments du tube digestif. Mais certes, activité égale hypervascularisation. C'est justement la problématique, c'est que c'est pas aussi simple que ça et que manifestement, certes, il y a une hypervascularisation, mais c'est peut-être pas le paramètre le plus intéressant et peut-être que le paramètre le plus intéressant serait cette espèce de lavage lésionnel qu'on a après l'hypervascularisation. Mais c'est pour ça que je dis que c'est assez récent et c'est encore assez balbutiant parce que certes, ça a l'air d'être très bien corrélé au score clinico-biologique d'activité, mais par contre, il faut réussir à trouver des critères qui soient simples et utilisables par tout le monde. Si on a des critères qui sont extrêmement compliqués, personne ne l'appliquera jamais. Et donc ça, c'est en route. Donc c'est une voie de recherche. C'est une voie de recherche bien avancée. D'expérimentation clinique. Quoi. Ouais. Il y a d'autres indications aujourd'hui à développer dans le tube digestif, dans le tube digestif et dans l'appareil digestif, il y a eu des indications sur les pathologies diffuses du foie qui semblent bien compliquées, certes assez performantes et bien compliquées au regard de ce qu'on en a comme outils, que ce soit les outils d'élastométrie ou les scores biologiques. Donc c'est vrai que c'est une voie qui est un petit peu sans issue. En pancréas, je pense que c'est en écho-endoscopie que c'est mieux. Par voie percutanée, c'est un peu plus compliqué. Après, pour le moment, il n'y a pas de choses qui sortent de façon très franche. Il y a eu beaucoup d'études faites sur l'évaluation post-thérapeutique des traitements anti-angiogéniques. Il y a eu 2 grosses études qui sont en train de sortir, mais là, c'est pareil. On est en train de chercher quels sont les paramètres qui sont véritablement utiles dans ce cadre. Donc, pour résumer et conclure un petit peu, nous, quand on avait un doute de diagnostic, on va revenir au princeps, c'est-à-dire le nodule hépatique, on allait tout de suite sur le TDM, sur le scanner, qui, il faut le rappeler quand même, était un examen irradiant. Donc aujourd'hui, c'est quelque part, pour conclure, remettre à l'honneur l'échographie au travers d'un examen non irradiant, facile et rapidement réalisable, avec un matériel dont à peu près toutes les équipes radiologiques, en tout cas, disposent. Tout à fait. Ça peut être l'utilisation de l'échographie de contraste juste après l'échographie sur la découverte d'une lésion. Mais ça peut être même la revanche de l'échographie, puisque ça peut être après un scanner réalisé pour autre chose qu'une lésion pathologique. L'exemple classique, c'est le suivi des anévrismes de l'aorte, où on découvre une lésion hépatique qu'on est bien incapable de caractériser, puisque le scanner n'a pas été ciblé sur le foie. Et là, plutôt que de réirradier le patient, il va à l'échographie de contraste. C'est presque la revanche de l'échographie. Oui. Donc les radiologues et les gastro-entérologues vont se retrouver autour de l'échographie de contraste. Si par mégarde, il s'est équité. Voilà, je te remercie beaucoup.